À l'Alcazar et au Ciné-Club de l'Alcazar, nous avons la grande chance d'accueillir une des nominées au César du meilleur documentaire, Yolande Zoberman, qui sera avec nous après la projection du film pour répondre à vos questions. Yolande, peut-être que vous connaissez ses films. Elle a commencé au cinéma en étant l'assistante d'Amos Gitaï, et puis en 87, elle a réalisé Classified People, ce documentaire sur l'apartheid tourné en Afrique du Sud. Elle a ensuite plus tard, elle est passée, après Caste criminel, à la fiction, en 92, avec Moi Yvan, toi Abraham. Et elle a commencé ensuite ce qu'on appelle sa trilogie israélienne, d'abord avec Would You Have Sex with an Arab, avec ensuite M, et ensuite La Belle de Gaza, qui donc clôt cette trilogie. Les films étant, comment dire, comme des poupées russes, mais pouvant bien sûr se découvrir, être découverts indépendamment les uns des autres. Alors, avant d'ailleurs de vous dire que, enfin, disons plus exactement qu'avant d'accueillir tout à l'heure Yolande, je voulais vous signifier aussi que l'actualité du film, ce n'est pas seulement cette sélection pour le César du meilleur documentaire, Yolande l'a déjà obtenu, mais c'est aussi la chose particulière, c'est que ce film vient d'être interdit, il vient d'être retiré de la programmation d'un festival en Belgique, à Bruxelles, pour des raisons étranges, puisqu'il s'agit d'une interdiction qui a porté sur le titre de Gaza, alors que le film ne parle pas de Gaza, il ne parle pas du tout du conflit israélo-palestinien. Et je pense qu'on parlera de ce contexte tout à l'heure avec Yolande, parmi d'autres choses. Voilà, je vous souhaite une très belle projection pour ce très beau film, et je pense que nous aurons après la chance de participer à un très chouette débat. À tout à l'heure, merci. Je vous confie le micro, Yolande, parce que je pense que moi, je vais pouvoir parler fort. Et très rapidement, bien sûr, on vous donnera la parole pour avoir vos réactions, peut-être vos questions si vous en avez. Ce sera un plaisir de vous entendre et de discuter du film. Il y a bien longtemps, quand je commençais à m'intéresser au cinéma, le journal Libération avait sorti un numéro spécial. Ils avaient posé la même question à 500 cinéastes. Et cette question, je l'aime vraiment beaucoup, elle est très simple et j'ai envie de vous la poser, si vous voulez bien, Yolande. Pourquoi filmez-vous? Parce que le cinéma, moi, ça m'a sauvé la vie. Moi, j'étais quelqu'un de très, à la limite de l'autisme, très solitaire. Et le cinéma, ça a été la fenêtre sur le monde. Ça m'a éduquée, ça m'a donné envie de me lever, ça m'a donné envie de... et puis, voilà, c'est venu vers moi autant que j'ai été vers le cinéma. Ça a été... voilà, je comprends comment ça se passe, les tournages, enfin il y a quelque chose de... Je trouve que c'est en plus une des dernières véritables internationales. Oui. La cinéphilie, quelqu'un de Hong Kong peut parler avec quelqu'un d'Ukraine, qui peut parler avec quelqu'un de... Il y a quelque chose qui se partage. Et voilà, ça. Et en plus, le cinéma, je trouve, raconte souvent l'histoire avant l'histoire. Il y a quelque chose et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les hommes politiques et encore plus les dictateurs se sont intéressés au cinéma. Parce qu'ils se rendaient compte que c'était un moyen extrêmement important de propagande. Et donc, mais c'est pas que ça, c'est aussi une vraie... alors en plus, ce type de cinéma, le documentaire, ce qu'on appelle documentaire, moi j'aime pas du tout ce mot, et en fait les documentaires que j'ai faits, moi ils ont toujours été au cinéma, c'est, je crois, des films de cinéma, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous posez une question et vous partez pour y répondre. Et c'est une véritable expérience en fait.
Et pour nous qui faisons le film, et peut-être aussi pour les gens qui le voient. Et pour La Belle de Gaza, quelle était la question que vous vous posiez? En fait, quand j'ai fait M, en fait, c'est une trilogie. J'ai un peu parlé Voilà. de vos films auparavant. Oui. Et c'est comme des films gigognes. C'est-à-dire, chaque film dans cette trilogie contient le suivant. Et, et quand j'ai fait M, Menachem, qui était donc le personnage principal, était très attiré par les femmes trans. Et un jour, une nuit plutôt, puisque c'était un film de nuit comme celui-là, on est en voiture et je vois une femme trans très belle dans la rue. Et je dis, mais Menachem, regarde comme elle est belle. Et il s'enfuit, enfin, il court hors de la voiture et elle s'enfuit. Et il revient, et moi je le filme, et il me dit, mes parents m'aiment pas, mes enfants m'aiment pas, et même les femmes trans m'aiment pas. Et moi j'ai voulu filmer une femme trans qui courait. Et donc j'ai été dans la rue Atnoufa, qui est devenue le décor principal de La Belle de Gaza. Et il y avait 3 jeunes femmes qui étaient assises, qu'on voit dans le film, une sur une moto, l'autre. Et je leur ai demandé, est-ce que vous voulez pas courir? Elles m'ont dit oui. Et moi je vis avec quelqu'un qui s'appelle Céline Nassib, qui fait le son de ces films, parce que je trouve que c'est des films où je rentre dans l'intimité des gens, donc j'y rentre depuis mon intimité aussi. Et donc il parle en arabe avec ces jeunes femmes, et quand on revient à Paris, il me dit, tu sais que l'une d'entre elles est venue à pied de Gaza. Et pour moi c'était tellement énorme, ce chemin, venir à pied de Gaza. C'était bien avant le 7 octobre, mais c'était déjà, ça me semblait déjà un chemin quasi impossible. Pas tant en termes de kilomètres. En termes de kilomètres, c'est tout à fait possible. Mais en termes de... Voilà. Et je me disais, moi qui suis obsédée par les frontières, que cette femme portait toutes les frontières en elle. Et donc, j'ai voulu la rechercher. Et ça a été la colonne vertébrale du film, jusqu'au moment où je me suis dit que je ne savais pas si on la trouvait, si on ne la trouvait pas, et que c'était plus important, que tout d'un coup on avait eu accès à ce monde de ces femmes dans la rue qui ont été assez incroyables, quoi, qui nous ont ouvert. Et il y avait aussi Taline, le dernier, celle qui était dans M aussi, c'est-à-dire que je lui avais demandé... Je crois que c'est elle, justement. Je ne me trompe pas? Non. Non, pardon. Non. C'est la jeune femme qui est à la fin, dans la voiture, oui, avec la chanson Masculinity. Voilà. Et en fait, elle était déjà dans M, et où elle questionnait Menachem sur sa sexualité dans une scène d'ouverture. Et à l'époque, les producteurs me disaient, mais pourquoi laisser cette scène? Qu'est-ce que ça a à voir avec le film? Et un jour, j'aurais dit, vous voulez voir le film sans, vous allez voir. Le film devenait très triste, parce que cette scène, c'était la scène de quelqu'un qui s'était réinventé à partir de ses blessures. Et ça prouvait qu'on pouvait se réinventer à partir de ses blessures. Et voilà, donc je lui ai demandé aussi d'être dans ce film, elle et son agent, parce que c'est son agent qui est la femme plus âgée qui a épousé un rabbin. Et voilà. Vous avez dit tout à l'heure que c'était votre compagnon qui fait la prise de son. Et ce qu'il est intéressant de savoir pour les gens qui découvrent ce film, qui peut-être ne connaissent pas vos films, c'est que vous êtes derrière la caméra, c'est vous qui tenez la caméra. Ouais. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous ne passez pas par, je dirais, je ne sais pas, un professionnel de la profession, je ne sais pas? Déjà, j'adore filmer, et ces films me permettent de filmer. En fait, quand vous filmez, la façon dont je les vois aussi, et je pense qu'elles me laissent m'approcher d'elles parce qu'elles sentent comment je les regarde et comment je les regarde à travers la caméra aussi. Et voilà, en plus, sans être une minuscule équipe, on est quand même une petite équipe. L'idée,
Là, sur M et sur celui-là, on était parfois un peu plus nombreux, mais sur le premier, Would You Have Sex with Nahab, on était 3 en fait. L'idée, c'est d'être vraiment mobile et d'être dans ce qui se passe, quoi. Peut-être une question n'hésitez pas à me faire signe. Hein. Soit je répéterai votre question de force si jamais vous ne parlez pas assez fort, mais voilà. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous êtes resté en contact avec ces femmes ou pas? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes resté en contact avec toutes ces femmes ou pas? Oui, en fait, oui. Tallinn, d'abord, le film, moi j'ai toujours dit aux gens que je filmais que le film ne sortirait dans leur pays que si elles m'y autorisaient. Donc c'était assujetti à ça. Donc je leur ai donné... pour les autres, ça a été plus difficile, pour les autres films de la trilogie. Et là, en fait, quand on était à Cannes, on voulait que elles étaient toutes invitées à Cannes. Et puis, ça a été compliqué pour elles dans leur tête de venir. Mais Tallinn est venue avec son agent. Et quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, vous savez, le film ne sortira que si vous l'autorisez. Elles ont commencé à pleurer en me disant merci. On avait tellement peur que nos familles le voient. Et puis elles le voient et elles me disent, mais il faut absolument que ce film sorte en Israël. Et donc je suis repartie après pour montrer le film aux filles et aux 3 filles. Et pareil, c'est-à-dire qu'elles ont dit, il faut que le film sorte. Et donc, oui, c'est... Mais elles ont changé de vie, hein. C'est-à-dire, d'abord, Danielle, celle qui se touche les cheveux, est devenue esthéticienne. Elle vit avec un homme qu'elle aime beaucoup. Nadine, qui est celle qui a les yeux avec des lentilles, est redevenue... Nadine, elle n'arrête pas de changer. C'est la plus instable, peut-être, mais elle est redevenue un homme, là, et très religieux. Elle est en train de devenir un imam. Et ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas transitionner. Elle a déjà détransitionné 2 fois dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que c'est des chemins tellement difficiles pour devenir elle-même. C'est des chemins tellement longs pour se trouver, pour devenir elle-même, pour être acceptée. Partout dans le monde, être acceptée par sa famille est une chose importante. Au Moyen-Orient, c'est extrêmement important. Tallinn était en train de partir aux États-Unis pour faire carrière quand sa famille l'a tout d'un coup acceptée. Et elle a tout annulé pour aller vivre à côté de chez ses parents. C'était pour elle plus important, et c'est toujours que de faire carrière, ou que de... Il y a quelque chose de... Et c'est ce en quoi aussi c'était passionnant, parce que du coup, c'est tout le trajet qu'elles nous ont montré. Et leur foi, elles ont toute une foi en fait. Hein. Ça, c'était une des choses qui m'a énormément étonnée. C'est l'aspect, la relation à la religion. Vous avez dit dans une interview que vous ne procédiez en faisant un film que dans le secret. Vous aviez besoin du secret. Ce secret, vous le partagez avec vos protagonistes. Qu'est-ce que vous leur dites de ce que vous voulez faire? Rien. C'est-à-dire, là, c'est simple. Je demandais partout, est-ce que vous connaissez la Belle de Gaza, en vous montrant une photo. Et en fait, à partir de là, on commençait à parler. Mais en même temps, à part Nadine, et Nadine, c'est toute une histoire, parce que, en fait, à part Nadine, je les avais vues. Je les avais filmées. Elle se souvenait de moi, je me souvenais d'elle. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Parce que
Nathalie, celle qui a le voile, on ne l'a pas reconnue. C'est-à-dire, c'est une des filles que j'avais filmées, et on était avec elle, je la filmais, et je ne l'avais absolument pas reconnue. Et non seulement je ne l'avais pas reconnue, mais elle nous a dit, après en voyant le film, que dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où on pose la question, vous connaissez La Belle de Gaza, tout d'un coup, il y a un jeune garçon qui passe en voiture avec un sourire magnifique et qui dit « Attention, flic ». Eh bien, c'est Nathalie. Et donc, il y a quelque chose où... et Nadine, que je ne connaissais pas, là pour le coup, le premier soir, parce que j'ai commencé à filmer, moi je fais toujours ça, je commence à filmer toute seule, avec des gens, mais sans production, et puis après, quand j'ai l'impression que vraiment il y a un film, quand ça commence, là, je vais voir les producteurs et on est d'accord sur le film, c'est le même film qu'on fait et on va jusqu'au bout. Et donc le premier soir où c'est devenu un film produit, on arrive la nuit, et on va directement dans une boîte de nuit où vous avez la scène qui est dans le film, la scène de boîte. Hein, et à l'entrée, je vois un jeune garçon qui me fait fondre le cœur, quoi. Et donc, je le regarde, je le vois dans la boîte, et moi, je sens assez vite qu'il veut être filmé, qu'il ne veut pas être filmé. En général, je ne demande même pas, je joue avec la caméra et les gens jouent avec moi. Et là, je lui demande, est-ce que je peux vous filmer? Il me fait non, je respecte, je ne filme pas. Et puis, il m'envoie, il a l'air content que je respecte. Quelques jours plus tard, je le trouve dans la rue, la fameuse rue, avec les filles. Et je lui dis, mais c'est incroyable, il faut qu'on se voit quand même. Il me dit, d'accord, on se donne rendez-vous. Il vient, il y a des gens de l'équipe, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui a l'air de ne pas lui plaire, il s'énerve, il s'en va. Et moi, je l'appelle après, elle me dit, on verra, je ne sais pas, moi, il sentait que je l'aimais beaucoup, il me disait moi aussi, je t'aime beaucoup, mais on verra. Et puis un jour, c'était le 3e tournage, je crois, parce que je fais des petits tournages, il m'appelle et il me dit je suis devenue Nadine et viens, on se voit. Voilà, donc en fait je l'ai vu comme ça et je suis tombée entre guillemets amoureuse de lui dès le départ en garçon avant de savoir que et là il avait déjà détransitionné d'une certaine manière et retransitionné. Oui, mademoiselle. Est-ce que c'était un choix de faire le film la nuit? Oui. Tous ces 3 films, je les ai fait que la nuit. C'est-à-dire pour moi, c'est rien de ça n'aurait pu se passer de jour. Cette rue, elle ne vit que la nuit. D'abord, j'aime la nuit. J'aime la nuit parce que c'est un moment où les gens prennent du temps, perdent du temps. Les frontières sont plus floues. Et il y a autre chose. Et puis en plus, la nuit, c'est sensuel. Ça ressemble plus à un conte. Même dans des scènes, la scène entre Tallinn et son père dans le bus. En fait, je voulais filmer le père. On me disait, mais c'est pas possible, il conduit un bus de nuit. J'ai dit, mais c'est formidable. Oui, puis vous le filmez dans son lieu de travail, quelque oui. part. Et ça, c'est très important. Vous filmez les gens que là où ils habitent, où ils travaillent. Et donc, tout ce qu'il y a autour d'eux parle d'eux. Exactement. Et cette scène, elle était vraiment importante parce que il s'était vu, Tallinn et son père, depuis peut-être 2 ans. Mais il ne s'était jamais parlé de ce qui s'était passé. Et c'était la première fois qu'ils se parlaient. Et ils étaient... Quand on a arrêté cette scène, Tallinn m'a dit, mais j'aurais jamais cru que je pourrais vivre ça avec mon père, en fait. Aller jusque-là dans la parole. Et j'ai trouvé que le père, il était remarquable d'honnêteté aussi dans ce qu'il disait. Oui. Et on le comprend quand il dit t'étais mon fils unique, dans ce que ça veut dire, homme oriental, voilà ce que ça représentait pour lui. Et la discussion d'un père avec son enfant, tout simplement, ou comme une mère avec je pas entendu.
C'est comme la discussion tout simplement d'un père avec son enfant ou d'une mère avec son enfant, tout simplement. Ouais. C'est ça, hein? Comprendre, de découvrir qui est son enfant et de se parler avec de son enfant. Et il est en train de découvrir qui est son enfant et d'essayer de le comprendre. C'est universel. C'est universel. Oui, oui, complètement. Mais c'était pas évident. C'était un vrai chemin, quoi. C'est une scène vraiment extraordinaire et ce qui participe à son côté extraordinaire, c'est que on a du mal à... Au début, on ne sait pas très bien où on est. On ne sait pas si on est dans un bus, mais dans un bus chez les passagers. Et puis, on ne comprend pas où ils sont l'un par rapport à l'autre, parce que c'est un reflet, quelque part. Mais ce reflet est tellement présent, et on a l'impression qu'ils se regardent, que c'est très... Vraiment, on ne comprend rien du tout. Et quelque part, c'est comme si eux aussi, ils cherchent à se positionner l'un par rapport à l'autre, et nous ne voyons pas les positions même des corps. On ne comprend pas la situation, on la comprend avec le temps. Mais, en fait, c'est une mise en place assez simple. Dans ce genre de film, les mises en place, elles sont en général assez simples. Lui conduisait le bus. Elle était à ma droite, moi j'étais au milieu. J'ai vu tout de suite son reflet à elle sur la vitre. Et puis, voilà, entre les questions, et en fait, ce qu'elle avait de génial, Taline, c'est que je lui disais, est-ce que tu peux parler de ça, s'il te plaît? Et elle me disait, non, non, je peux pas. Et tout d'un coup, elle y allait, mais encore plus loin que ce que je demandais, quoi. Et voilà, donc, c'était... et voilà, et je filmais le père et la fille, effectivement, dans le même plan. Là où, quelque part, le dispositif vous permet aussi de saisir une chance, et là où vous avez une chance extraordinaire, c'est qu'il y a une lumière quelque part sur le plafond dans cette entrée de bus qui l'éclaire, elle, très très bien. Parce non, que... c'est nous, ça. Ah, voilà, d'accord. Je me suis posé la question. Non, Ça, ça, c'est... Il y a de la triche. Ben oui, il y a de l'artifice. Quand il y a du cinéma, il y a de l'artifice. Toujours. Oui, s'il vous plaît. Je vais me lever parce que j'ai pas une grosse voix. Je voulais vous remercier d'avoir fait parler ces femmes parce que je les ai trouvées extrêmement courageuses et elles m'ont beaucoup fait penser à des héros grecs qui se battent comme ça avec des familles qui veulent leur couper la tête, avec des questionnements sur l'identité. Et vous avez dit, alors je voulais essentiellement voilà, vous dire merci et réagir, mais quelque chose, vous avez dit quelque chose qui me questionne, vous avez parlé, elles en parlent, hein, elles disent beaucoup devenir moi. C'est difficile, enfin aujourd'hui je suis devenue moi, il n'y a qu'ici que je peux être moi. On m'a donné des papiers ici avec mon genre et c'est pas possible ailleurs. Et en même temps, vous parlez de Nadine, un moi qui bouge comme ça. Et en même temps, quoi? Nadine qui bouge, ouais. Qui transitionne et qui détransitionne, et on voit aussi tout leur moi d'enfant face aux parents, leur foi, tout ça sont des identités différentes. Est-ce qu'il vous semble que leur quête principale, c'est une quête d'identité, ou est-ce que, au fond, parfois aussi elles disent je suis née comme ça, Dieu m'a fait comme ça. Donc il y a comme ça une espèce de contradiction, un discours contradictoire que vous faites naître par cette confiance-là. Quel regard vous portez là-dessus? Mais je ne crois pas que ce soit contradictoire. Je crois que c'est ambivalent à certains endroits. Vous savez, on bouge tous avec tous et toutes avec tout ce qu'on est, et on est énormément de choses en même temps. Et on est quelquefois effectivement, on porte quelquefois à l'intérieur de soi des choses contradictoires ou qui pourraient avoir l'air contradictoires. Et elles bougent avec tout ce qu'elles sont. Et depuis effectivement l'enfance, elles ont toutes été ça depuis l'enfance. Elles savent depuis l'enfance que, même si elles ne savent pas très bien, Taline, elle a découvert qu'on pouvait devenir femme trans effectivement en arrivant à Tel Aviv. Jusque-là, elle ne faisait que souffrir.
elle se demandait comment elle allait faire pour vivre sans se suicider, parce que tout le monde se moquait d'elle, parce qu'elle vivait dans un monde où c'était impossible d'affirmer son identité sexuelle. Et tout d'un coup, elle découvre que c'est possible de se faire opérer, que c'est possible et sa vie change. Mais c'est effectivement un chemin extrêmement courageux. C'est d'abord difficile physiquement, c'est difficile à tous les niveaux, mais tout le reste, elle continue à le porter. L'amour pour leur famille, leur foi, quelle que soit leur foi en fait, hein, ça continue, elle continue à bouger avec tout ça. Et moi aussi, ça m'a étonnée, par exemple, vraiment la foi, mais c'est comme ça. Et j'ai adoré voir ce rapport à la foi. Et je veux dire, tout le monde fait parfois des allers-retours sur son propre chemin, sur son propre. Là, c'est juste que c'est des décisions physiquement difficiles. Et ces décisions physiquement difficiles leur donnent une intelligence de vie incroyable. Nathalie, elle sait pas lire, elle sait pas écrire. Et elle a une lucidité, vraiment, je veux dire, il y a un moment où on a envie de leur donner les clés du royaume, quoi. Je veux dire, de leur dire, parce que elles ont de l'autre en elles. Elles ont tous les autres en elles, presque, on peut dire. Il y a quelque chose de l'altérité qu'elles portent. Et quand vous dites que ça vous fait penser aux héros grecs, c'est complètement ça, parce que dans l'Antiquité, les femmes trans étaient considérées comme des déesses, étaient considérées avec énormément de respect. Et c'est que dans les temps modernes qu'elles ont été mal vues, mal regardées. Mais auparavant, elles avaient une place très importante dans les sociétés. Est-ce que, j'ai envie de tirer un peu le fil effectivement de la Grèce et de la tragédie grecque, pouvez-vous nous expliquer le lien que vous trouvez entre votre film et Samson et Dalila? Moi, Gaza, je me suis toujours dit, moi, je crois à l'archéologie, hein, et quand j'ai appris, je sais pas, il y a 6-7 ans, que Samson et Dalila, qui est le premier conte que j'ai aimé enfant, hein, qui me paraissait, d'abord parce que j'ai une obsession des cheveux, et donc Samson est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il est juif et il a un secret. Et son secret, c'est qu'il ne se coupe jamais les cheveux. Et en fait, il tombe amoureux de Dalila, qui est une espionne philistine, donc palestinienne, et elle lui fait dire pendant son sommeil son secret. Et après avoir fait l'amour, il s'endort et elle lui coupe les cheveux. Et il perd sa force. Et il est capturé et enchaîné au pilier du royaume. Et là, il prie Dieu de lui rendre sa force pour 10 minutes. Et Dieu lui rend sa force pour 10 minutes et il fait s'écrouler toutes les piliers du royaume sur lui et sur les Philistins. Et moi qui crois beaucoup à l'archéologie et aux mythes, ça fait des années que je dis non mais il faut faire attention à Gaza, quoi. L'image, c'est pas n'importe quoi. Et donc voilà, pour moi, une femme trans qui vient de Gaza, ça avait aussi à voir avec le mythe de Samson et Dalila. Mais de la même manière que quand l'acteur qui jouait Superman a perdu son corps, je me rappelle, j'étais aux États-Unis et je comprenais pas qu'il n'y ait pas un philosophe qui travaille là-dessus, parce que quand même Superman, c'est pas rien pour les États-Unis. Et tout d'un coup, que l'acteur qui symbolise ce mythe en fait, hein, ait perdu totalement sa force et son corps,
pour moi, ça a représenté quelque chose d'énorme. Oui, c'est l'acteur Christopher Reeves qui est devenu tétraplégique Oui. suite, je crois, à un accident et qui a continué à sa carrière d'acteur, même, enfin, c'est toute une histoire, mais enfin, c'est Mais quand effectivement même. très, bien sûr, c'est tout à fait frappant. Après, je vais faire une toute petite parenthèse parce que on parle de ce que c'est que les trans en Israël, en Palestine, etc. Je veux simplement dire que la situation des jeunes trans en France, c'est la même. Et Ouais. qu'ils se font virer par les parents, couper les vivres, et ils sont mis à la porte quand, à 16 ans, ils décident de devenir, sans forcément faire d'opération, mais de changer enfin de nom et d'avoir une autre identité. Donc ça n'est pas que, c'est pas au Moyen-Orient, hein, c'est chez nous, hein, c'est à Paris. Non, et non, c'est partout. c'est là. C'est partout, et même d'une certaine manière, même si ce n'était pas le sujet du film. Moi, je n'ai pas fait un film sur les femmes trans. J'ai fait un film où je cherchais la Belle de Gaza et où j'ai rencontré d'autres femmes mais c'est pas un film qui se veut ni exhaustif, ni une étude. Mais c'est vrai que, par exemple, et maintenant c'est aussi vrai en France, c'est très récent, que les opérations peuvent être gratuites. Ça n'était pas jusque-là. En Israël, ça l'est. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui se vit plus librement qu'en tout cas dans beaucoup de pays. Alors, On aurait aimé poursuivre ce débat, je suis absolument confus. C'est- Alors qu'heureusement, on a une séance qui arrive derrière. Je vais juste terminer par une toute petite question, Xavier. Une petite question de curiosité, mais finissons quand même avec. C'est très furtif et c'est écrit en tout petit caractère. Ouais. Mais à la fin, vous remerciez la région d'Île-de-France pour, j'imagine, une subvention. Mais c'est écrit que, j'ai noté rapidement, la ligne du film n'engage pas la région, quelque chose comme ça. N'engage que l'auteur. Ah bon? N'engage que l'auteur. D'accord. Voilà. C'est écrit? Oui. Oui. Je ne savais pas. Bon. C'est intéressant à regarder, c'est la première fois que je vois ça aussi. Ouais. Ah oui, Bravo, merveilleux, merci, on aurait aimé vous entendre davantage. Mais on peut se retrouver de toute façon dans le hall du cinéma et continuer informellement. Merci beaucoup, Yolande. Merci.